Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast estival hebdomadaire sur la spiritualité. Déjà plusieurs semaines que nous nous sommes retrouvés pour cette 3e saison et je suis toujours heureux d'accueillir des personnes que je rencontre sur mon parcours de vie spirituelle en tant que médium. Et cette rencontre-là, mon Dieu, qu'elle n'a pas été anodine encore une fois. Puisque c'est une rencontre qui m'a permis de me rapprocher encore un peu plus des personnes endeuillées avec des enfants qui sont très 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 importants sur Terre pour la communication spirituelle et sur l'espoir de retrouver quelque chose après. Nous accueillons Pascaline, présidente de l'association de Cœur de Cristal à Rennes. Bonjour Pascaline. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Comment est-ce que tu vas ? Bien. Voilà. Moi, en plus, par rapport aux auditeurs, je te vois. Oui. Il faut sourire. Voilà. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais bien souvent, les gens ils disent on entend ton sourire quand tu parles, donc ça va. Bah oui. C'est clair. Ouais. Eh bien, je sais que c'est un exercice très difficile pour les invités qui viennent, mais est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Tu dis ce que tu veux, ce que tu as envie de transmettre aux gens, ce qu'ils veulent, si tu as envie que les gens te connaissent un peu plus. Qu'est-ce que tu peux dire de toi ? Alors, moi c'est Pascaline. Je viens d'avoir, on va faire 51 ans. Voilà, il paraît que je fais pas mon âge. Et puis ça c'est l'huile de noisette tous les soirs. Voilà. Trop bien. Allez, on note les gens, notez l'huile de noisette. Voilà. Et donc, moi, si je suis ici avec toi, Anthony, c'est parce que dans mon parcours de vie, on a été confronté à un drame, et je veux dire qu'on est confronté tous les jours, d'ailleurs. Mon époux et moi, on a perdu notre fils aîné, Mathéo. Il est décédé subitement d'un arrêt cardiaque le 4 janvier 2020. Et voilà. Et tout de suite, il y a eu quelque chose en moi. J'ai instantanément entendu sa voix de façon très audible au début. Voilà, donc ça a ouvert un peu mon parcours spirituel, mais déjà depuis toute petite, en fait, je n'avais moi-même pas peur de la mort. C'est pas que je me posais des questions, mais il y avait une force en moi depuis toute petite. J'étais une petite fille très très timide. Et je sentais que dans ma vie, j'avais plein de choses à faire. Et je me disais, mais quand est-ce que ça va arriver, toutes ces choses que je dois faire ? Voilà. Et quand Mathéo part, je me rends compte instantanément que peut-être des personnes, après la perte de quelqu'un, peuvent s'isoler. Moi, j'ai l'impression que ça va me permettre de m'ouvrir aux autres. Et il y a une force en moi qui m'envahit. Et depuis, cette force ne m'a jamais quittée. Voilà. Je suis également la maman de Rose, voilà, qui passe son bac là, cette semaine. Et Rose est une petite fille qui affronte la vie tous les jours et qui affronte effectivement l'absence de son frère tous les jours en se confrontant à la vie, c'est-à-dire en continuant, tout comme si Mathéo était toujours là. Donc c'est-à-dire que très rapidement, tous les trois, on s'est dit, il n'y aura pas de censure autour du départ de Mathéo, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de lui, il faut qu'on entende son prénom, il faut qu'on dise son prénom. Il faut que, même s'il n'est pas là, souvent quand on perd un enfant, on se dit j'aurais plus de souvenirs avec lui. Nous, on veut continuer à se faire des souvenirs avec lui. Voilà. C'est joli. Et le fait de continuer à faire des souvenirs avec lui, c'est en parler tous les jours et c'est faire comme s'il était là. Et quand je dis ça, je suis pas en deuil pathologique. Hein. C'est-à-dire que je sais qu'il n'est plus là, je sais qu'il ne reviendra pas. D'ailleurs, c'est une des premières phrases qu'il m'a dit, « Maman, je ne reviens pas ». Ce qui a permis tout de suite de cadrer les choses et Ça a été très rassurant pour moi quand il m'a dit ça, en fait. « Maman, je ne reviens pas ». Ça m'a permis de pas me poser la question, est-ce que tu vas revenir, est-ce que tu ne reviendras plus, est-ce que c'est vraiment définitif ? Pour moi, il voulait vraiment que ça acte son départ, mais il me l'a dit d'une telle façon que j'ai compris qu'il continuerait ailleurs autrement. Voilà.
et c'est ce qui se passe depuis son départ. Donc je pense que je vais avoir l'occasion de te parler de tout ça. Et puis Ben dans oui, mon parcours, alors voilà, parce que je suis très bavarde. Et, je suis pareil, donc tout va bien. voilà. Et tu parlais tout à l'heure de Cœur de Cristal. Oui. Je voulais un peu raconter un peu l'histoire avec Cœur de Cristal. Donc c'est-à-dire que Mathéo part et puis moi je connais pas tout ce qui est médiumnité tout ça, et par contre j'intègre assez rapidement un groupe de parole, donc les mamans lumineuses et les papas aussi, dont comment dire, le cœur de l'association est situé à Biscarrosse, et maintenant il y a des antennes un peu partout en France. Et 2 fois dans l'année, en fait, ils organisent des conférences. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Marie Cahard, un médium qui est venu depuis à Cœur de Cristal et qui venait aussi avant que je sois présidente à Cœur de Cristal. Et il me rencontre, et puis on a l'occasion, mon époux et moi, de le ramener à l'hôtel après sa conférence. Voilà, et puis à un moment donné, on reste parler sur le trottoir, et puis il me demande si je connais Brigitte. Je lui dis, moi des Brigitte, j'en connais plein, des Brigitte. Et il me dit, non, non, mais Brigitte Arène, la présidente de Cœur de Cristal. Je dis non. Il me dit, mais tu sais pas ce que c'est Cœur de Cristal? Je dis, non. Il me dit, mais tu t'es jamais allé? Je dis, non. Il pensait que comme j'avais perdu mon enfant, j'étais déjà allée à une médiumnité publique. Donc il m'explique ce que c'est, une médiumnité publique. C'est à la conférence à laquelle j'avais assisté aussi l'après-midi à Biscarrosse. Et là, il me dit, je t'en parle parce que, en fait, Brigitte, c'est la présidente actuelle de Cœur de Cristal et elle souhaiterait laisser la main. Et c'est toi qui vas reprendre l'association Cœur de Cristal. Donc là, évidemment, je rigole en lui disant, non, c'est pas possible. Pourquoi moi? Voilà. Et là, tout de suite, il me dit, est-ce que tu as une sœur jumelle? Ok. Effectivement, j'ai une sœur jumelle. Et là, quand il dit ça, en fait, c'est comme si je comprenais, en fait, que, effectivement, c'est peut-être moi, mais sans le côté, je me mets en avant. Je comprends, en fait, là. Et il me montre une photo de Brigitte. Et là, en fait, quand je vois la photo de Brigitte, je me rends compte que Brigitte, je l'avais rencontrée quelques mois après le départ de Mathéo dans un groupe de parole. C'était un groupe de femmes. Et on se retrouve à 20 personnes et on doit à un moment donné se déplacer devant les 20 personnes et leur dire à chacune pardon, mais pas en parlant, mais en regardant juste dans les yeux. Et je me retrouve en face de Brigitte, voilà. Et là, en fait, dans les yeux, on se regarde toutes les deux et en fait, il y a une émotion qui montre en nous et on pleure toutes les deux en se voyant. Et on se quitte et on ne se revoit jamais. Et là, Jean-Marie me montre la photo de Brigitte, en fait. Et là, je comprends que c'est cette femme. Voilà. Et je me dis, OK, c'était elle. Donc, du coup, quand je rentre de Biscarrosse, il y a une conférence qui est prévue une semaine après. J'y vais. Et là, j'arrive vers Brigitte. Et là, Brigitte et moi, elle sait qui je suis. Elle comprend. Et puis, on comprend toutes les deux. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, petit à petit, elle m'a guidée dans l'association. Elle m'a expliqué comment ça fonctionnait une association. Et puis voilà, on reste toujours en contact et elle était très contente de nous laisser l'association et c'était aussi une question de confiance, voilà, parce que ça faisait un petit moment qu'elle cherchait quelqu'un et il fallait la confiance, voilà. Et elle m'a donné cette confiance-là et du coup j'ai fait rentrer petit à petit mes sœurs aussi dans l'association, Marie-Vonique, Soise, Evelyne, ma cousine. Cédric et Mélanie qui sont aussi des anciens bénévoles. Il y a aussi pas mal d'autres bénévoles. Il y a Marilyn. Enfin voilà, on est une bonne équipe et on fonctionne en famille et on reçoit les gens comme en famille à Cœur de Cristal. Voilà. Eh ben, c'est super chouette. Alors déjà, tu as répondu à plein de questions que je n'aurais pas à poser et ça, c'est chouette. Et ça, j'adore quand ça arrive, donc c'est génial. On va juste faire un petit bond dans le passé. Du coup, justement par rapport à ton enfance, parce que tu expliquais que tu avais déjà des perceptions et que tu savais qu'il y avait quelque chose. Est-ce que tu en parlais autour de toi? Est-ce que tes sœurs ressentaient la même chose? Est-ce que justement ta jumelle ressentait la même chose que toi par rapport à tout ça? On en parlait. Alors c'est vrai que moi depuis toute petite, voilà, je sentais qu'il y avait une force en moi. C'est vrai que souvent il y avait une colère en moi parce que j'étais vraiment la timide de la famille. Si on me disait un compliment ou comment on me grondait, c'était la même chose. Je finissais toujours en larmes et ça m'énervait en fait. Il y avait une colère en moi parce que je disais, mais pourquoi je réagis à chaque fois comme ça alors qu'au fond de moi, il y a une autre Pascaline qui a envie de prouver des choses et ça m'énervait. Et ma sœur jumelle assistait à ça en fait. Elle trouvait que c'était de l'auto-sabotage en fait. Et j'ai souvent dit, Marie-Vonique, que c'était ma meilleure version de moi-même, la version sociale en fait du truc. Et donc, Marie-Vonique et moi, on en parlait. Et c'est vrai que Marie-Vonique, en fait, elle, depuis toute petite, elle faisait des rêves dans la nuit et elle faisait aussi des cauchemars. Et c'est vrai que
dès que le soir on se couchait, en fait, elle se mettait sous ses draps. Elle voulait pas voir à l'extérieur. Il y avait même pas un doigt qui dépassait ou des doigts de pied, parce qu'elle m'expliquait que bah il y avait des visites la nuit, mais ça n'avait rien de méchant. Enfin, elle se réveillait rarement en sursaut, mais elle me disait que ben un tel était venu, tout ça, et même des fois quand elle se réveillait la nuit, elle tapait dans la cloison et de l'autre côté il y avait mes parents, voilà. Et elle disait ce qu'elle avait vu ou entendu, et mes parents assistaient à ça et on en parlait. Mais on n'en reparlait pas, mais on en parlait sur le moment. Et voilà. Et souvent, Marie-Vonique avait aussi des trop-pleins de plein de choses. Et maman lui disait, bon, écoute, Marie-Vonique, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur la terrasse, là, et tu vas aller crier un bon coup et tu vas voir, ça va aller mieux. Voilà. Elle avait des moments de colère et je pense que c'était par rapport à ce qu'elle vivait aussi. Et voilà. Mais on n'a jamais eu peur. Nous, on est toujours allés avec mes parents et ça n'a rien de pathos. On aimait aller dans les cimetières. Voilà. Hmm. On allait voir les cimetières fleuris à la Toussaint. Et puis avec papa, quand on regardait les plaques funéraires, il y avait la date de naissance et la date de mort et ça nous faisait faire des calculs, par exemple. Hmm. C'est des choses comme ça. Ça n'avait rien de morbide, voilà. Et quand on voyait une plante qui était tombée, on allait la remettre et on avait une petite intention pour la personne qui était enterrée. Et c'était plein de petites choses comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai aussi assisté quand j'étais petite. Maman, par exemple, était issue d'une famille d'agriculteurs et souvent à l'époque, dans les campagnes, quand il y avait quelqu'un qui décédait, le temps que la personne qui arrive fasse les soins, on appelait les familles du Hmm. village et on demandait à la personne d'aller, de décrocher, par exemple, je sais, des pendus et Hmm. puis de faire les premiers soins, tout ça. Et donc maman a vécu ça quand elle était petite, elle nous en parlait. Et puis c'est vrai que quand nous on était après, j'habite à Carhaix, les festivals, je suis originaire de Carhaix, le festival des Vieilles Charrues, Hmm. et il y a eu des pendus à Carhaix, et je sais que bah, maman était appelée. Et en fait, elle nous demandait si on voulait y aller. Ah oui. Oui, oui, et en fait, je me rappelle un jour y être allée. Et elle prenait tellement soin de cette personne-là que même si cette personne-là était morte, j'avais déjà l'impression que, comment dire, elle lui parlait. Euh, donc pour moi, le mort n'était pas mort en fait. Hmm. Je pense que ça nous avait... Voilà, c'est un peu comme ça, ça avait un côté très lumineux. Voilà. Et ça, je remercie vraiment mes parents parce que on n'a jamais eu peur de la mort. Et donc quand Mathéo est parti, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur du tout. Voilà. C'est super beau. Et c'est très drôle ce que tu dis parce que moi, pareil, quand on allait fleurir les tombes la Toussaint, moi, ma maman, elle aimait beaucoup faire le tour du cimetière et regarder ce qu'il y avait autour. Et souvent, elle disait que, bah, en fait, ma maman, elle est sourde, donc du coup, elle a une très bonne mémoire visuelle. Donc du coup, quand elle voyait un nom de famille ou un prénom qu'elle reconnaissait par rapport à un ami de son papa, parce que c'est son papa qui est parti, ma grand-mère maternelle est toujours là et je touche du bois pour qu'elle reste encore le plus longtemps possible. Et du coup, ouais, elle disait que ça, c'était l'ami de son papa, elle nous racontait les histoires, tout ça. Et on faisait aussi comme ça le tour du cimetière pour regarder les tombes et que pareil, quand il y avait un pot Ouais. qui était tombé, on le remettait à sa place. Enfin, il y avait cette culture. Et ce qui est très rigolo, c'est que ma petite sœur, dont j'ai déjà parlé cet été d'ailleurs dans quelques épisodes là avant, elle avait une lubie quand elle invitait des copines chez mes parents qui habitent un petit village. Elle allait dans le cimetière d'à côté. Leur sortie c'était aller voir le cimetière d'à côté. Mais il y avait rien de lugubre. C'était juste parce que c'est un endroit apaisant quoi. C'est un endroit où, euh, où le silence règne et c'est vraiment ça quoi. Il y a la nature et il y a ces gens qui sont là et qui sont matériellement encore ici, mais immatériellement ailleurs. Et il y a ce côté apaisant, quoi. Et Apaisant. voilà. Et tu vois, quand tu disais que tu allais sur une tombe et que ta maman te parlait d'un tel, c'était faire lien aussi. Tu vois, Exactement. faire le lien. Et remettre aussi à la place de vivants nos disparus. Parce que, Exactement. voilà, et je me disais, moi, souvent, on s'arrêtait toujours avec mes parents sur les plaques qui étaient vraiment abandonnées. Voilà. Mm. Et le fait de lire le prénom et le nom avec la date de naissance et la date de départ, alors que on était attiré vers ce qui était très effacé en fait. Ouais. Et ben, le fait de mettre la main sur la plaque, de dire ah bah tiens, ah là là lui, ah là là il doit être abandonné, et le fait de dire son prénom et son prénom, je pense que eh ben il était content. Oui. Cette personne-là était contente C'est parce même que c'était sûr. une attention portée et en plus on était en famille. Mm. Voilà.
Et ça, on le faisait en famille et c'est des super moments. Par contre, on serait jamais allé se promener la nuit, Ah mais oui, la journée, quand on était là, moi non plus, hein, rassure-toi. ouais, tu vois, c'était ça. Allez, on va faire un petit tour au cimetière. Allez, ouais. Et vraiment, bon, Mathéo n'est pas enterré par contre. C'est ça qui est dingue, c'est que Mathéo n'est pas enterré. Mathéo a été incinéré. Mhm. Mais voilà, c'est comme ça. Mais les cimetières ne me font pas du tout peur. Et tu vois, je pense à quelque chose que disait Virginie Lefebvre, parce qu'on a eu l'occasion de la rencontrer la dernière fois. Et elle disait que dans son dernier livre, elle était allée dans un cimetière et elle avait été surprise de voir qu'il y avait très peu de défunts en fait dans les Ah bah cimetières. oui, Voilà, parce qu'en fait, ils sont pas là ah bah vraiment. c'est sûr. On a besoin, nous, d'aller Mm. se recueillir, mais ils sont partout en fait. Exactement. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, des fois, il y a des, il y a des défunts, ils sont très drôles. Ils disent cette phrase très drôle, au cimetière, j'y habite pas, il y a que des morts. Et je trouve Oui, ça tellement drôle, des fois, quand ouais. j'entends cette phrase et Parce ça qu'ils ont résonne tellement. Ben ouais, ils ont beaucoup d'humour. Donc, des fois, je dis à la personne, je dis, mais vous êtes allé souvent sur sa tombe, et les gens, peut-être 10 ans, 11 ans après, ils disent, ben, j'y vais encore une fois par semaine, parce qu'il y en a pour qui le deuil c'est compliqué, et je le comprends, hein, apprivoiser son deuil c'est pas facile, mais du coup c'est rigolo parce que moi le défunt derrière il me dit mais dis-lui que j'y habite pas et que c'est là-bas il y a que des morts et moi je suis pas mort, et c'est ça qui est beau et c'est ça qui me fait c'est sourire, ça. c'est Ouais. trop Et bien. c'est pas grave si on y va non plus sur une Exactement, vie tous les mais jours. bien sûr, Il faut pas. Quand je dis Ex- qu'ils sont pas là, c'est que il faut y aller si vous en ressentez le besoin. exactement, Ça s'appelle exactement, des rituels exactement. de deuil, des rituels aidants. Et même si c'est toute une vie, c'est pas grave, c'est que ça vous aide. Exactement. Et Voilà. s'il y a besoin Ça de n'a ça rien pour... à voir avec le pathos. Ouais, Exactement, s'il y a besoin de ça pour faire son deuil et pour... en ouais, tout cas pour apprivoiser ce manque, c'est ça. si on doit passer par là, eh ben, faites-le et ne soyez pas... n'écoutez pas ce que les gens vont dire par rapport à ça et vous jugez par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ouais, complètement. Ouais. Et alors tu grandis du coup avec ça, avec Mm. ce côté et du coup au niveau de l'adolescence, au niveau des amitiés, est-ce que les gens autour de toi comprennent parce qu'il y a quand même une petite différence au rapport avec tout ça, Mm. peut-être quelque chose de déjà très spirituel à la base. Comment est-ce que les amis d'aujourd'hui, enfin de hier sont les amis d'aujourd'hui? Est-ce Oui. et est-ce que les gens ont toujours compris en fait ce côté-là, est-ce qu'il y a eu discussion? Est-ce qu'il y a eu des échanges par rapport à Alors, tout ça? il n'y a pas vraiment eu discussion, mais déjà, ben, j'ai une jumelle, hein. Donc c'est vrai que ça, quand on rencontrait des gens, il fallait aussi plaire au duo, en fait. Et, alors, on avait un public, hein, parce on est un peu rigolote, tout ça. Mais on avait aussi des très, très vrais amis. Et on s'est rarement trompé en amitié, ma sœur et moi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été déçus en amitié. Moi, je dirais ça un peu comme une sorte d'intuition, Hmm. c'est-à-dire on a toujours été guidés vers les personnes qui devaient nous apporter quelque chose. Voilà. Et celles qui rentraient, comme on dit, des erreurs de casting, ça ne durait pas longtemps, il fallait que ça arrive, mais il fallait aussi, comme je te disais tout à l'heure, en tirer les leçons. Hmm. Voilà. Et, mais par rapport à ça, quand j'ai rencontré mon époux, par exemple Michel, le papa de Mathéo, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Voilà, il a tout de suite lu en moi. Je lui ai tout de suite parlé un peu de qui j'étais, de comment je voyais la vie. Moi, quand j'étais petite, par exemple, on me demandait ce que je voulais faire plus tard comme métier. Je répondais, mais bah, moi, je vais être heureuse en fait. J'étais déjà, mais tu vois, pour moi, un métier, c'était être heureuse, quoi. Je voulais être heureuse dans ma vie alors que je l'étais déjà. Pour moi, c'était, euh, tu vois ce que je veux dire? C'est trop C'était, mignon, ouais, j'adore. ce que tu veux faire comme boulot, je vais être heureuse. Voilà. C'était vraiment ça, quoi. Et aujourd'hui, même si Mathéo n'est plus là, euh, je suis heureuse d'une autre façon. Hmm. Voilà. Et donc, oui, j'avais déjà ce côté-là. Bon, à l'adolescence, évidemment, ma timidité s'est un peu transformée en agressivité. Voilà, moi, je trichais pas. C'est-à-dire que, voilà, Marie-Vonique serait là pour le dire, hein, moi, quand j'aimais pas ou quand j'aime pas quelqu'un,
bah voilà, les gens le savent tout de suite. Je vais pas faire d'effort, quoi. Non, et puis après, ça fait partie d'être vrai avec soi-même, de toute façon. C'est Donc, ça, ça fait partie de tes complètement. valeurs, donc c'est logique. C'est ça. Ouais, C'est c'est ça. logique. Et puis après, quand tu rentres dans la vie sociale, ben, je trichais un petit peu plus, c'est-à-dire que j'étais amenée à parler avec des gens que j'aimais pas. Et là, Mathéo me disait, pourquoi tu leur dis pas à ces gens-là que tu les aimes pas? Pourquoi tu te forces? Pourquoi tu fais ça? Tu devrais pas. Voilà, c'était toujours ça. Parce que forcément, quand j'avais des problèmes avec quelqu'un que je n'aimais pas, je critiquais. Et Hmm. donc Mathéo me disait, mais maman, pourquoi tu lui dis pas en face? Tu devrais pas critiquer. Le problème, en fait, si tu lui le dis, ça va s'arrêter tout ça. Donc tu es en train de te tricher à toi-même. Enfin, Hmm. c'était des Non, mais discussions comme ça avec Mathéo. On avait des discussions très. Est-ce que c'est spirituel? Enfin, c'est-à-dire, il disait pas grand-chose, mais c'était une flèche, quoi. Il allait directement dans le vif du sujet. Il fallait pas critiquer, il fallait pas juger. On connaissait pas la vie des gens et voilà. c'est, Donc, je dirais, des discussions philosophiques. ah oui, alors c'est vrai que Mathéo, en fait, très très jeune, il a dit qu'il ne vivrait pas vieux. Et ça ne me faisait pas peur. Voilà. Hmm. C'est vrai que lorsque Mathéo est né, bah, ça tu connais l'histoire, Hmm. hein. On était à la maternité et lorsque j'ai pu prendre Mathéo dans mes bras, j'ai regardé Michel et je lui ai dit, tu sais, cet enfant-là, on va nous l'enlever tôt. Et quand je dis nous, c'est comme si, en fait, alors que j'ai pas, je sais pas ce que c'est comme si déjà cette information-là, il faut que je la dise verbalement à Michel. Et quand je dis nous, comme une Hmm. force qui est au-dessus de nous, qui va nous le reprendre. Et on n'en reparle pas, on n'en reparle jamais. Et Mathéo décède et quand on est à l'hôpital, une des choses que Michel me dit, c'est, tu te rappelles cette phrase que tu m'avais dit? Voilà. Et je dis oui. Et là, on conscientise que peut-être que cette phrase, j'avais dû la dire parce que c'était une façon pour nous de nous préparer à son départ. Voilà. Et de se dire que peut-être que comme on était préparé, même s'il nous arrive la pire chose, la perte d'un enfant, on va peut-être s'en sortir mieux que d'autres. Et si on s'en sort mieux que d'autres, il va falloir qu'on aide. Hmm. C'était ça. C'est comme ça qu'on a ressenti. J'ai des Ouais. frissons, du coup. Et voilà. Ça Donc, résonne tellement et en fait, c'est vraiment réparer le cœur des autres alors que le sien est meurtri et qu'on le répare comme on peut, quoi. ouais. Et de toute façon, le cœur sera toujours. Ça me rappelle un peu cette vidéo-là que j'avais vue d'un professeur qui disait à ses élèves de froisser une feuille Mmh. et après de la défroisser. Donc au Mmh. début, il dit, voyez, au début, la feuille, elle n'est pas froissée. Et on va lui dire des méchancetés, on va lui dire que c'est une feuille, qu'elle est moche, qu'elle devrait pas vivre, etc. On va la froisser et après, quand on la défroisse, on voit toujours que la feuille, elle ne sera jamais lisse parce que les mots qu'on a dit va être impactant sur tout le reste de la vie. Donc c'est Mmh. pareil avec le cœur en fait. Quand on a Mmh. quelque chose qui se met ou qui s'en va, bah, la part de vide, elle sera présente jusqu'au bout, quoi. Et c'est ça Mmh. que certaines personnes parfois ne comprennent pas. Mmh. Et je suis triste pour eux, en fait. Ben oui. C'est Mmh. difficile, quoi. Mmh. Donc, tout se passe, et puis, du coup, arrive ce moment fatidique où Mathéo décide de partir. Mmh. C'est ça. Et il y a eu, parce que du coup, avec Pascaline, on a participé à une petite conférence avec Rayonnance TV et Amélie, que j'ai déjà interviewé dans Spiritualité. Et tu nous as parlé de tous les signes que tu as reçus de Mathéo, mais le moment où il est parti, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule minute de répit, quoi. Une seule minute de répit. C'est-à-dire que, en fait, on décide de partir en vacances. C'est la première fois que Mathéo vient pas en vacances avec nous. C'est la deuxième semaine des vacances de Noël. Il doit rester avec des potes parce que ça va être le premier de l'an, tout ça. Donc, on part en vacances sans lui dans la belle famille, donc dans ma belle famille. Et puis le 4 janvier, l'hôpital nous appelle à 9 heures le matin, nous dit que Mathéo est dans un état grave et qu'il va falloir qu'on rentre, qu'ils savent qu'on a 650 km à faire et qu'on peut prendre notre temps. Bon. Michel me dit ça à partir de ce moment-là. Moi, dans ma tête, je me dis, alors, Mathéo est dans un état grave, on nous demande de prendre notre temps. Je panique et je me dis, il est mort, en fait. Ils savent pas comment nous le dire et il est mort. Et à partir de ce moment-là où je commence à paniquer, je me rends compte qu'il faut que je fasse vite mes affaires. Là, habituellement, quand on part de Saint-Étienne, on met au moins 2 heures à préparer nos affaires. Mhm. Là, en fait, il faut aller très rapidement. Donc, je panique à préparer mes affaires. Et à un moment donné, en fait, il y a j'entends la voix de Mathéo distinctement qui me dit, maman, t'inquiète, c'est pas la mort.
Et à partir de ce moment-là, je me sens apaisée et je commence à préparer mes affaires calmement, de façon ordonnée. Je ne parle pas et en même temps, ça va très vite, mais je suis calme. Et là, j'entends Mathéo qui continue à me parler et je suis déjà en train de lui dire, écoute Mathéo, si je dois préparer toutes mes affaires sans rien oublier, il faut que tu arrêtes de me parler. Hmm. C'est assez fou quand même, quoi. Et donc, on rentre dans la voiture. J'appelle quand même toute ma famille en Bretagne en leur disant que Mathéo est dans un état grave et qu'il est en train de mourir. Je ne veux pas leur cacher ça, mais je ne peux pas non plus leur dire qu'il est mort parce que j'en ai eu l'information, mais c'est une information qui n'est pas scientifique, qui n'est pas vérifiable. Il n'y a que moi à la voir. Moi, je la crois et je me dis, je vais déjà pas leur dire ça. Donc, je reste avec cette information-là, mais je les préviens qu'il va mourir. Voilà. Et que, comme eux, ils sont à côté, je veux qu'ils aillent à l'hôpital et que nous, quand on arrivera 6h30 après, je veux qu'ils soient tous là pour nous accueillir. Et dans la voiture, en fait, il fait beau. Et je suis assise, donc siège passager, Michel conduit et Rose est assise derrière Michel. Donc on est tous quand même dans un état assez catastrophique, tous les trois. Et puis en fait, j'ai les yeux fermés. Et j'ai les yeux fermés et là, en fait, je ne veux pas les ouvrir. Et je sais pourquoi je ne veux pas les ouvrir. Et moi seule sais pourquoi. Et à ce moment-là, j'entends de nouveau la voix de Mathéo qui me dit, Maman, ouvre les yeux. Laisse-moi partir dans la lumière, s'il te plaît. Et là, en fait, pendant 6h30, va s'installer une conversation entre nous deux. C'est-à-dire que plus la conversation s'installe, plus je vais me voir m'élever avec lui, qui est, on va dire un petit peu, je vais vous prendre une image, lui, il est dans le ciel et je le rejoins dans le ciel. Oh, vous allez me prendre pour une folle. Alors, rassure-toi, moi non, et les gens qui nous écoutent, normalement, si tout se passe bien, sont aussi spirituellement, Ça. comprendront ton message, donc ne t'inquiète Ok, pas. rassure. Bon, écoute, je continue alors. Donc en fait, plus on discute et plus il négocie avec moi pour le laisser partir, plus je me vois me rapprocher de lui là-haut en fait. Et là, on est tous les deux l'un en face de l'autre. Je le vois, on ne se touche pas, mais je me vois aussi, je vois en dessous ce qui se passe et je vois notre voiture avancer avec moi, siège côté passager, Michel qui conduit et Rose derrière. Et je vois une scène, la vraie scène en bas, et moi une autre scène au-dessus, mais qui me paraît aussi très réelle en fait. Et on discute tous les deux. Et là, il me dit, Maman, je te demande de me laisser partir dans la lumière parce que c'est ma nouvelle vie en fait, quoi. Et moi, je lui dis, écoute, Mathéo, tu es en train de me dire, je comprends que tu es mort. Là, ça fait pas longtemps, je comprends que tu es mort et tu me demandes déjà de te laisser partir. Je ne peux pas. Et là, je pleure en fait en face de lui. Et là, il me regarde et il me dit, Maman, je ne peux pas te toucher. Mais sache que la tristesse, ça retient. Il faut vraiment que tu me laisses partir parce que de toute façon, tu savais. Maintenant, tu sais et maintenant, tu vas tout savoir parce que maintenant, moi, je comprends tout. Voilà. Et, et voilà. Et il me commence à me montrer un peu son univers. Et c'est très, très beau. C'est lumineux, c'est doux. Je sens beaucoup d'amour. Et souvent, je compare ça à des gens, parce que j'ai lu depuis à des gens qui ont fait j'ai pas lu avant, mais j'ai lu après, des gens qui ont fait des EMI où ils disent que sur Terre, il n'y a pas de mots pour décrire, en fait. Et j'ai vécu ça, en fait. Et du coup, je me suis vue, en fait, de nouveau dans la voiture. J'ai ouvert les yeux. Et là, en fait, j'ai vu, en fait, alors c'était plus Mathéo que je voyais, mais j'ai vu comme une force lumineuse partir, en fait, vers là-haut. Et là, j'ai compris qu'il était parti. Voilà. Et on est arrivé à l'hôpital. Et, euh, et là, en fait, la famille nous apprend en premier que Mathéo est décédé. Ils nous attendaient dehors, les médecins. Et je me trouve relativement apaisée, en fait. Voilà. Et je suis presque en train d'assister, en fait, à la descente de Michel et de Rose qui sont effondrés. Et moi qui ne pleure pas tant que ça, parce que j'ai déjà une information. Et là, je suis en colère contre Mathéo. Parce que je lui dis, tu vois, Mathéo, ce que je ne veux surtout pas, c'est que ta mort nous divise. Parce que je suis détentrice d'une information. Comment je vais pouvoir expliquer ça? Je ne veux pas être en avance par rapport aux autres. Je n'ai jamais aimé être en avance par rapport aux autres, sauf que là, j'ai une information que je ne peux pas expliquer pour le moment. Voilà. Et je suis très en colère contre lui. Ouais. Et c'est la seule fois où j'étais en colère contre lui. Ouais. Et là, en fait, je garde un petit peu ça pour moi. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que quand même à l'hôpital, ils nous apprennent qu'on ne va pas pouvoir voir Mathéo. Ils nous disent, vous pourrez le voir que 5 jours après. Donc, Wow, c'est-à-dire la que violence.
Mais oui, c'est violent. C'est-à-dire, on t'apprend que ton enfant meurt, mais que tu ne pourras pas le voir parce qu'il va avoir 2 autopsies de pratiquer. Et on nous dit, vous aurez rendez-vous à l'Institut médico-légal 5 jours après. Voilà. Et ces 5 jours-là, en fait, même si je me sens apaisée, j'ai quand même des crises d'angoisse parce que je suis aussi avec toute la famille et que je veux garder ce que je vis pour moi. Mais en même temps, il se passe aussi des choses puisque donc on est tous un peu dans la panique parce qu'on nous demande aussi de préparer l'enterrement de Mathéo sans Mathéo, Hmm. sans l'avoir vu. Et tu vois, quand tu m'as dit que tu allais me poser des petites questions, là, tout ça, je suis retombée sur un mot que j'ai retrouvé. Et quand je te disais que Mathéo, dès le début, a été avec moi, je me rends compte qu'il a aussi été avec nous, la famille. Parce que je suis retombée sur quelque chose que Michel et moi, on a vécu. Et là, la phrase, c'est: la mort de Mathéo était accidentelle. Michel et moi, la semaine où il était à l'Institut médico-légal, donc le temps qu'on le voit, en fait, on ne pouvait pas le voir, le soir, lorsque nous étions tous à table, en famille, à jouer à des jeux de société ou à manger, donc la famille de Michel était là, puisqu'on Mhm. attendait l'enterrement de Mathéo, nous avions froid, tous les deux, Michel et moi. Un courant d'air froid nous traversait les chevilles. Je pense que Mathéo voulait être avec nous, car il n'avait pas encore conscience qu'il était mort. Il avait du mal à quitter son corps physique. Une fois vu à l'Institut médico-légal, il a commencé à accepter qu'il était mort. Il a pu à ce moment accéder à une autre existence. Il s'est détaché de son corps sans peur. Et effectivement, je me rends compte que pendant ces jours-là, on appelle ça des VSCD. Et Michel et moi, on l'a ressenti tous les deux. Ces courants d'air le soir dans nos chevilles. Et quand on l'a vu à l'Institut médico-légal, là, comme on dit, ça a été l'autoroute des signes pour tout le monde, Hmm. pour toute la famille et les amis. Oui, parce que quand ils sont là-haut, ils ont cet incroyable pouvoir de nous montrer leur matérialisation à travers leurs prénoms, à travers de la musique, à travers les animaux, à travers tout ça. Et des fois, on se dit, mais il y a une suite de synchronicité, une suite de signes qu'on appelle synchronicité d'ailleurs, et on se dit, mais c'est pas possible, quoi, d'être aussi juste dans le partage et dans les signes, quoi. Et après, ça se confirme derrière, donc c'est ça qui est incroyable. Ouais. Ton histoire, elle est tellement poétique en même temps, je trouve, Ah oui, et j'aime beaucoup. Et là, je pense que ce que tu as fait à ce moment-là, c'est une décorporation en fait, hein. Tu as fait un voyage astral. ça. Tout le long de la route, tu t'es vu dans la voiture et en même temps, tu étais avec Mathéo. C'est le voyage astral par excellence. C'est Et ça. Et il s'est passé autre chose, tu sais, Anthony, je vais encore aller plus loin. ouais. C'est-à-dire au moment donné où en fait je retourne dans la voiture, là en fait j'envoie un message à ma grande sœur en lui disant: Christine, j'aimerais que tu appelles un tel. C'est vrai que dans notre famille, voilà, on est une famille aussi des deux côtés, il y a un côté très spirituel, mine de rien. Et il y a des familles qui ont de la médiumnité, c'est connu dans la famille, hein, Mm. ou bien des chamans, ou bien des gens qui font du reiki. Voilà. Et je pense instantanément à une cousine qui pourrait aider Mathéo à monter dans la lumière. Et j'envoie un message à ma sœur en lui disant pas que j'ai besoin qu'il monte dans la lumière, mais en lui disant: est-ce que tu peux appeler cette cousine-là en lui disant que j'aimerais qu'il y ait des intentions pour Mathéo, voilà, pour son départ. Mais moi, je parlais du départ dans l'au-delà. Je Mm. parlais pas du, je lui ai même dit, je voudrais des intentions pour qu'il vive, voilà, Mm. parce que je voulais pas lui dire qu'il était mort. Et donc en fait, j'ai su plusieurs semaines après, cette cousine-là est venue me voir en me disant: écoute, c'était bizarre, parce que quand Christine nous a envoyé ce message-là, avec mes amis, on s'est retrouvés à faire des prières pour un défunt, en fait, et pour l'aider à monter dans la lumière. Et on se disait: mais en fait, on est en train de faire des prières pour un défunt. On n'est pas en train de faire des prières pour qu'il vive. Et là, je lui dis: bah, c'était tout à fait ça. Tu vois ce que je veux dire, Anthony? Mm. Et c'est fou. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand on est allé voir un jour un médium, vraiment officiellement, parce que on essaye d'y aller, les premières années, on y allait, ça fait 4 ans, on est allé une première année et une deuxième année, une fois par an, pour avoir rendez-vous avec Mathéo. Et à chaque fois, les médiums nous ont dit que je l'avais aidé à aller dans la lumière et qu'il Mm. me remerciait pour ça. Et il dit même, il a insisté sur le fait: maman m'a aidé tout de suite Mm. à aller dans la lumière. Mais ça a été après d'âpres, comment dire, négociations. Bien évidemment. Et en même temps, je priais aussi au fond de moi en me disant:
vu dans quel état il doit être, parce qu'il nous avait dit qu'il avait pris un produit qui s'appelle du DNP. On a également monté une association pour ça. Quand je lisais les effets que faisait ce produit-là, je me disais, connaissant Mathéo comme il était plein de vie, il ne pourrait pas être un légume. Et je priais aussi pour qu'il parte, pour pas Hmm. qu'il reste comme un légume ou un jour on ait la décision de devoir le débrancher. Parce que autant je me disais que on était capable d'affronter le départ de Mathéo, autant prendre cette décision-là, j'avais l'impression que s'il fallait vivre avec un enfant qui était plein de vie et qui ne l'était plus du jour au lendemain, et toute une vie comme ça, je me disais, je vais lire dans son regard toute la peine qu'il a, la culpabilité, ça me renverrait aussi à ma culpabilité, enfin bref, tout ça. Je savais que cette décision-là ne sauverait pas mon couple. C'est bizarre quand même. Hmm. Voilà. Donc je faisais aussi des prières euh, pour que si vraiment, en tout cas, cette information-là qui m'envoyait qu'il était mort n'était pas vraie, parce que ça peut être aussi ça, Bien sûr. eh bien qu'il parte. C'est quand même fou. Hmm. Enfin, c'est... Ouais. Mais... Ben, c'est en quelque sorte aussi le protéger, ouais. indirectement. Parce que tu n'as pas envie qu'il passe d'une vie, comme tu dis, où il est à 100 à l'heure, à une vie où il est à zéro en termes de joie de vivre, etc., quoi. Donc c'est tout à Parce fait que maintenant, compréhensible. c'était la joie de vivre. C'est-à-dire, il a Ben vécu oui. 20 ans, mais 20 ans à fond, quoi. Il a M- tout fait pour lui. Mais alors, tu sais, et je pense que ça mériterait qu'on fasse un ouvrage encore parce que pour moi c'est super important. Mais tous les parents que je rencontre, quand ils me disent qu'ils savaient que leur enfant allait partir parce que la majorité, les 90% du temps, les enfants disent à leurs parents, surtout quand c'est un départ très jeune, je partirai jeune. Et souvent, les 20 ou les 25 premières années de leur vie, tout est fait en accéléré, mais en permanence. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils devraient faire normalement en 90 ans ou 80 ans, suivant la moyenne, ils le font en 25. Mm. Et tout est condensé comme ça. Et je trouve ça incroyable en fait. Ouais. Parce qu'il y a le côté où on devient sage, enfin en tout cas une âme ou une personne très très sage très très vite. Justement, tu parlais des conversations philosophiques, etc. Je connais des mamans, c'est pareil avec leurs enfants, il y a eu ces conversations-là, il y a eu ces moments d'échange, etc. philosophiques, mais de quoi tu parles, pourquoi tu vis comme ça, pourquoi tu décides d'être comme ça alors que t'es pas comme ça d'habitude. Enfin, il y a vraiment tout ça, quoi. Et ça, c'est Ouais. incroyable. Et c'est ce genre de témoignage aussi qui est Ouais. super important, je trouve. Cette conscience de l'écologie, de ce qui se passait dehors. Enfin, je te disais l'autre Exactement. jour, je lui avais dit, bah, tiens, il faut que tu ailles voter, Mathéo. Il me disait, mais ça sert à quoi, maman? Parce que de toute façon, rien qu'en ouvrant dehors, mais pas de façon négative, hein. On voit ce qui se passe, dont on est beaucoup trop sur Terre. Il m'avait dit, moi, j'aurais peut-être pas d'enfant, parce que voilà, j'ai aussi envie de faire plein de choses dans ma vie, je veux pas avoir d'attache, je veux être amoureux, il était amoureux d'ailleurs, mais c'était ça, quoi. Et tu vois, on avait eu le temps aussi de discuter de ce qu'il voulait pour sa mort. Il voulait être incinéré, il me l'avait dit ça. Enfin, à 20 ans, on avait déjà parlé de ça. Hmm. Il voulait donner son corps à la science, ça n'a pas pu être possible avec le produit qu'il a pris. Mais on avait déjà parlé de tout ça, et ça nous a aussi permis de parler de tout ça avec Rose, même si je sais qu'il ne faut pas une deuxième fois, Ah oui, mais je me doute bien. maintenant, comme Mathéo est là et qui nous protège, voilà, c'est ça. Hmm. Et bien voilà, donc on a pu parler de tout ça, et du coup, j'ai eu l'impression que le fait d'avoir eu ces conversations avec lui de son vivant, ça nous a... Tout se mettait en place petit à petit, voilà. Et même après, comme un puzzle, on Hmm. refait le puzzle, hein, en fait. Et ça, c'est un mot qui revient aussi très très souvent. Puzzle, puzzle, puzzle. Ouais. Mais c'est là où on se rend compte que de toute façon, tout ce qui est fait dans la vie, il y a une grosse partie qui est écrit en fait. Mm. Parce que après, toute cette histoire avec Mathéo et tout ça, et puis le fait que derrière, tu reprennes l'association Cœur de Cristal, enfin, pour moi, il y a quand même une ligne directrice qui est présente ici, en sachant que tu as été aussi ambassadrice des Mamans Lumineuses et des Papas aussi sur Rennes. Ouais. Donc il y a ça aussi en fait, il y a cette transmission toujours de vouloir aider les autres et ce que vous faites mais merveilleusement bien de toute façon, moi j'ai aucun doute là-dessus et ce qui est très intéressant aussi parce que du coup tu voulais nous parler, enfin tu voulais parce que tu m'as dit avant l'enregistrement que tu voulais nous parler d'un rêve que ta sœur avait fait, c'est que ta sœur elle est, alors c'est très étrange puisque ce n'est pas son fils mais elle est autant connectée avec son neveu que toi Mm. tu l'es en fait.
Et, Oui, et alors là, je pense que scientifiquement, et ce serait chouette de pouvoir essayer de le prouver, et je trouve ça oui, génial. j'espère qu'un jour on le fera. Ah bah ouais, non mais est-ce que génétiquement parlant, du coup, comme vous êtes jumelles, est-ce que, même si c'est Mathéo c'est ton fils et que Rose c'est ta fille, est-ce que dans la génétique, est-ce que ce n'est pas aussi un peu les enfants de ta sœur, même si... Alors, Tu vois ce que je c'est veux dire? Je trouve ça incroyable en fait. c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, quand Mathéo naît, donc je dis cette phrase-là, et je dis également à Michel, j'ai l'impression d'offrir déjà un petit frère à ma sœur ou un petit garçon. Enfin voilà, c'était ça, c'était ce mélange de ça. Et quand Mathéo est décédé, je l'ai régulièrement dit, alors voilà, ça c'est entendable par des parents ou pas, mais moi, ma génialité fait que je considère que Marie-Vonique a perdu comme un fils. Voilà. Parce qu'il y a la gémellité, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mm. Voilà. Et que lorsque Mathéo, en fait, n'arrive pas à passer par moi, passe par Marie-Vonique pour me livrer des messages, voilà, eh bien c'est cadeau. Et il passe par elle parce que il nous, il nous met toutes les deux sur le même pied d'égalité, en fait. Voilà. Et ça peut paraître pas entendable pour certaines personnes, mais oui, moi je considère que Marie-Vonique a perdu comme un enfant. Voilà, a perdu son enfant en perdant Mathéo. Et Mathéo, en passant par elle, le valide. Hmm. Mais Mm. alors moi c'était complètement une question qui me venait parce que du coup on parlait des rêves et puis tu m'as raconté ces rêves, elle l'a raconté sur Relance TV aussi, donc il y a vraiment ce côté où ouais, où elle aussi elle a une vraie connexion, parce que c'est le mot, hein, il y a une vraie connexion qui s'établit. C'est pour ça que ça m'a fait poser cette question et après faudrait que ce soit vu avec la science et vu avec là-haut de comment ça se passe, enfin ce côté où elle est aussi connectée avec lui que toi avec lui, et que quand il y a un canal qui est défaillant, où il y a plus de fatigue, il passe par l'une et par l'autre. Enfin, je trouve ça incroyable. Je trouve Mm. ça incroyable. Ouais, juste pour raconter le petit rêve que j'ai dit, ben, justement, donc avec Amélie dans Réunion TV, où vous parlez des synchronicités, qui avait été le plus Mm. flagrant, c'est quand, par exemple, elle fait, c'est quelques semaines après le départ de Mathéo, et en fait, elle fait un rêve avec lui où en fait, il est en train de faire du vélo, du vélo, du vélo, du vélo, et Mm. puis il a en fait des Des, choses, enfin, c'est comme s'il il avait comment, ah mince, comment on des appelle ça? capteurs cardiaques pour prendre sa tension, tout ça. Elle fait du vélo, il fait du vélo, il fait du vélo. Et là, en fait, elle dit, mais arrête Mathéo, parce que tu vas tout faire péter, quoi. Et à un moment donné, il se passe effectivement que tous les capteurs s'envolent. Et puis, en fait, elle voit Mathéo, mais partir comme, elle dit, comme la fusée, là. Voilà. Et elle sent dans son cœur que Mathéo est en train de lui dire, ça y est, je suis mort, quoi. Vraiment. Et elle assiste à ça dans son rêve. Et elle se réveille en disant, Mathéo est mort. Voilà. Et Cyril, son époux, est là et il assiste à ça. Voilà. Et le lendemain, elle vient nous voir, Michel et moi, et elle nous raconte son rêve en disant, Mathéo est mort. Et elle nous dit, j'ai fait ce rêve-là à 23h45. Voilà. Et là, non, à minuit 45. Et là, je lui dis, bah, écoute, hier soir, nous, on a dit au meilleur ami de Mathéo de venir, parce que moi, depuis quelques semaines, j'avais senti que Mathéo était redescendu. Mm. Voilà. Je sentais sa culpabilité, donc il avait besoin de revenir vers nous. Voilà. Et j'avais dit, le seul moyen pour qu'il puisse remonter dans la lumière, c'est que déjà on l'informe officiellement qu'il est vraiment mort, à plusieurs. Voilà. Donc Michel et moi, on reçoit son meilleur ami, et dans la soirée, en fait, à minuit 45, on prend la photo de Mathéo, et je dis à son meilleur ami, on va se prendre la main, il accepte, il adhère, et en regardant tous les trois la photo, on dit à Mathéo, maintenant Mathéo, t'es mort, il faut que tu partes, tu es mort. Voilà. Et, et cette nuit-là, au même moment, à la même heure, Marie-Vonique fait ce rêve-là où Mathéo lui dit qu'il est mort, en fait. Mm. Au moment où il intègre qu'il est mort. Et ça a été que ça, en fait, les rêves de Marie-Vonique et ces messages-là qu'il passait. Mm. Je Donc, trouve ça d'une beauté, mais incroyable. ouais, Et beaucoup de personnes vous diraient et nous diront ou dira en parlant au futur qu'ils n'ont pas cette chance de vivre ce genre de rêve, mais en même temps, vous étiez déjà tellement détaché de ce côté-là que forcément si.
que tout le monde peut recevoir ça, mais qu'il Mm. faut être détaché et de pas être dans l'attente. Parce que là, Mm. Marie-Vonique n'était pas du tout dans l'attente de recevoir Tout, ça. c'est ce que je disais. Elle n'était pas du tout dans l'attente. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Et même moi aussi, quand j'ai eu des signes de Mathéo, j'étais pas du tout dans l'attente. Et les signes arrivent souvent à des moments où je ne pense pas à lui. Mm. Alors que quand on perd un enfant, on pense toujours à lui. Et ces moments-là, je ne pensais pas à lui. Et il arrivait à moi. Et je me disais, c'est quand même fou. Il m'envoie des signes quand je ne pense pas à lui. Donc je suis pas en train de, comment dire, je suis pas dans le cérébral en fait. Ouais. Je suis vraiment dans l'accueil. Et ouais, mais les rêves de Marie-Vonique, et il y a une évolution là aussi. Tu sais, j'ai souvent dit que moi, Mathéo, sur cette terre, quand il était incarné, comme on dit, je l'élevais. Voilà. Et j'ai l'impression que maintenant, par tous les actes que je fais, par tous les actes que je fais avec mes sœurs, par tous les actes de la famille, des amis, le fait de parler de lui, de faire des choses, d'avoir envie de faire des choses pour qu'il soit toujours là, euh, comment dire, j'ai l'impression que du coup, ça lui permet à lui de s'élever. Mm. C'est-à-dire, je ne vais plus l'élever, mais je vais lui permettre de s'élever. Voilà. Et que toutes ces petites choses qu'on fait sur Terre, bah, c'est écrit à un moment donné. Donc, comme on dit dans la petite bibliothèque là, des annales akashiques, il faudrait faire une émission, hein, parce que j'ai un truc à faire. Et bien, et puis que voilà, à un moment donné, ben, quand on arrivera là-haut, ben, déjà on retrouvera Mathéo et que ça va être la fête et que on sera bien accueillis et que quand on sera plus là, il y aura d'autres personnes à prendre la suite et que surtout, tu vois, on est déjà en train de négocier avec mes parents parce que ben, on voit bien que c'est les prochains sur la liste Mm. puisque si ça se fait naturellement et on est déjà en train de mettre au point un truc en disant bon alors quand tu es là-haut, il faut que tu nous fasses telle chose, qu'on sache vraiment que tu es là-haut, quoi. Enfin, voilà, ça me vient ça, d'entendre mon papa qui avait peur de la mort, de me dire maintenant j'ai plus peur de mourir par rapport à tout mon papa qui était pas du tout. Je peux même pas dire qu'on est spirituel. En fait, j'ai juste envie de dire que on est une famille, ça nous est tombé dessus, on a fait avec, on a eu des signes, Mm. on en a parlé entre nous. Et du coup, papa il dit moi maintenant j'ai plus peur de mourir parce que je sais que je vais le retrouver. Voilà. C'est surtout, et ça je le dis très souvent, et c'est ce qui est le plus important sur Terre, c'est la communication. Oui. La communication libère Mm. et va tend vers une certaine vérité et une certaine profondeur d'esprit. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens, si ça va pas, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, communiquez. Peu importe à qui, même si c'est une personne lambda que vous croisez dans la rue et avec qui vous avez envie de vous libérer ou décharger quelque chose qui vous fait mal, parlez-en, communiquez. C'est vraiment la clé d'une santé spirituelle, hein, pas physique, mais d'une santé spirituelle saine. C'est cette communication-là qui est très 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 importante. Ça. Moi, je dis toujours que quand vous partez un être cher, il y a toujours une personne dans votre entourage qui est là pour vous aider. Mm. C'est peut-être pas celle dont vous avez le plus conscience, mais qui va arriver dans votre vie et qui, à un moment donné, va peut-être pas vous aider tout de suite, mais cette personne-là va arriver un jour et vous pourrez lui dire. Voilà. Mm. Donc, il y a toujours une personne dans l'entourage. Ouais. Ah, c'est Moi, je sûr. travaille dans un laboratoire, je fais de l'accueil. Et quand les gens viennent et me disent oh là là, j'ai perdu mon mari ou ma femme, tout ça, je leur demande comment ils vont, eux. Voilà. Mm. Ils sont très touchés et j'essaye de leur mettre la main sur la main. C'est juste des petites choses comme ça. Autoriser les gens à parler de leurs défunts. Mm. Voilà, c'est vraiment important. Mais bien sûr. Et du coup, tu veux nous lire le Ouais, petit de rêve parler de passion, parce qu'en fait, Mathéo, maintenant, il apprend des choses là-dessus, là-haut. Bah, ça, c'est Et en trop bien. Et en fait, Marie-Monique a fait un rêve et donc elle écrit tous ses rêves. Alors, je ne vais pas vous écrire tout le détail, je vous situe un peu le truc. En fait, Marie-Monique, en fait, elle se retrouve avec Mathéo dans une comédie, dans une demeure qui est un lieu de partage intergénérationnel. Bon, avant, il y a un long détail parce que comment dire, les rêves de Marie-Monique sont très détaillés. Donc, je vais venir à l'essentiel. Voilà, donc je commence comme ça. La demeure est un lieu de partage. Donc, 7e rêve, parce qu'elle les note. Hein. Ok. Voilà. La demeure est un lieu de partage intergénérationnel. Je gravis le grand escalier, colonne vertébrale de la bâtisse. Au premier étage, sur le palier, une double porte d'entrée ouverte pousse ma curiosité à pénétrer dans une grande chambre. Je tombe sur Mathéo. Petit sourire de sa part, et il se replonge dans ses livres. Je l'observe. Il prend des notes, tourne les pages d'encyclopédie, son ordinateur trouve une place entre sa calculatrice, ses livres d'anatomie, son bloc-notes et sa trousse. Sa gomme et son double décimètre. L'ambiance est studieuse et sereine. De grandes fenêtres sont ouvertes pour rafraîchir la bâtisse.
De l'extérieur, j'entends la brise dans les branches des arbres, le piaffement des oiseaux, le passage dansant et fugace de bourdons et d'abeilles à proximité des murs de la bâtisse tapissée de lierre. Dans le parc ombragé, les gens discutent adossés aux pieds de grands chênes centenaires. C'est le début de l'été. Les feuilles atteignant leur pleine maturité apportent suffisamment d'ombre au sol. Je sens la douceur des rayons de soleil sur mon visage. J'hume l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Je suis bien paisible, transportée par les lieux. Je regarde à nouveau vers l'intérieur et cette fois-ci, j'observe amusée une farandole de personnes de tous les âges, nationalité et origine, se donnant la main. Ils sourient, tous, petits et grands, ont l'air de convalescents. D'ailleurs, Matteo, qui maintenant est habillé d'une tenue d'interne en médecine, prend le pouls, discrètement au niveau des poignets et des jugulaires de certaines d'entre eux, tout en leur souriant et en discutant. Il n'est pas le seul, d'autres jeunes médecins sont là, encadrés par des professeurs expérimentés. Des grands-parents, des jeunes gens, des enfants, cheveux gris, blonds, bruns, peau claire et sombre, ils sont des dizaines. Matteo les accompagne, tous dans cette ronde joyeuse. Il s'assure que les paramètres vitaux de tous les pensionnaires sont bons. Il est en formation et va être médecin. L'instant d'après, je suis sur les marches du parvis d'une église. Le lieu est bondé. Je n'ai pas de place pour y pénétrer et pourtant c'est le mariage de Méliobe. Donc là, c'est à notre rêve en fait. D'accord, Méliobe qui est la fille de Marie-Vonique. d'accord. Je n'ai pas de place pour y pénétrer, pourtant c'est le mariage de Méliobe, ma fille. Je regarde à l'intérieur et je vois alors Matteo debout habillé d'un costume bleu. Il a les mains croisées et regarde en direction de l'autel. À côté de lui, il y a Pierre, son ami de toujours. Ils sont tous les deux en limite de la nef et de la croisée des transepts et écoutent attentivement le prêtre que je ne peux plus voir. Je suis soulagée de le savoir là. Je me dis même que ce n'est pas grave si je ne le vois pas pendant la cérémonie, puisque lui voit Méliobe. Je sais que toute la famille est à l'intérieur. J'ai l'impression puissante qu'il veille sur sa cousine. Il la protège par sa présence rayonnante, son recueillement et son amour. Je le ressens. Il émane de Matteo un grand respect de ce qui se passe. La cérémonie, le discours, le lieu. Je me dis alors que je ne suis pas loin d'atteindre ce niveau de calme, de piété et de déférence. J'aimerais y parvenir et je me réveille alors. Tu vois? Et donc, en fait, là, Matteo, en fait, il nous montre qu'il est en train d'apprendre des choses. Mm. Le rêve se termine aussi en disant, parce que nous, souvent, on s'est dit, ouais, quand il va y avoir des mariages, des naissances, Matteo sera pas là. Et là, en fait, dans notre, comment dire, dans notre inquiétude, qui peut être souvent légitime, les jours où on va pas bien, et ben là, il rassure Marie-Mick en disant, le jour où, en fait, quelqu'un, là, c'est Méliobe, mais le jour où tout le monde se mariera, où il y aura des naissances, je serai là. Et ça, c'est très rassurant. Et elle disait aussi, j'avais envie juste de le lire, parce que, en fait, Ah vas-y, parce que moi je suis ouais, fascinée. Vraiment, je euh, trouve que c'est tellement beau et tellement puissant ouais. la manière dont elle reçoit le message et la manière dont elle Oh, retranscrit. Oh, mais et oui. là, le dernier petit que je pourrais vous lire, parce qu'il est aussi très magnifique, il y en a plein d'autres, donc c'est le quatrième rêve. Et ça, c'était pendant le confinement. Voilà. Donc Matteo est mort donc en janvier et c'était au mois de mars. Voilà. Donc c'est Marie-Vonique qui parle après son rêve. Cette nuit, j'ai rencontré Matteo. J'entre dans un long couloir, je suis dans une petite école. Sur ma droite, une série de salles de classe. À ma gauche, le couloir vitré, de grandes baies me permet de voir les salles de classe. Michel, Pascaline et Rose chargent leur voiture de valises et de divers sacs. On s'apprêtait, nous, effectivement, dans la vie à partir ailleurs pour le confinement. Ils sont avec la famille. Ils ne m'ont pas vu. Leur départ est imminent. Les deux voitures ronronnent déjà. La nuit tombe, c'est le crépuscule et l'éclairage doux orangé du préau de l'école s'est déclenché. Il y a un petit moment. La porte d'une des salles de classe est entr'ouverte. Je la pousse lentement et entre. Et là, je tombe sur Matteo. Toi, Matteo, tu te tiens debout, sur l'estrade, adossé au tableau, mais aussi contre le bureau de l'instituteur. De là où tu es, dissimulé, tu vois parfaitement tes parents à travers le vasistas de la porte. Matteo, Matteo, qu'est-ce que tu fais là? Tu as 8 ou 10 ans. Tu me réponds à voix basse. J'écoute. Je comprends que je ne dois pas faire un bruit. Je suis si heureuse de te voir. Je m'accroupis. Tu as un grand sourire. Je te touche la tête, les joues, les épaules. Tu fronces les yeux. Tu retrousses ton nez et enfonces ta tête dans tes épaules. Tu es bien. En vrai, tu me souris. J'ai l'impression de toucher une balle anti-stress tellement tu m'apportes de la quiétude. Sans te parler, je te demande si je peux te prendre dans mes bras. Dans l'instant, tu ouvres les tiens et on s'enlace très fort. Tes petites mains chaudes, mates et potelées se sont posées sur mon dos.
Tes bras m'entourent, je sens tout ton amour et j'espère que tu ressens le mien. Est-ce que tu sais comme je t'aime, Mathéo? Oui, avec évidence, me réponds-tu, avec ta voix de petit bonhomme. Qu'est-ce que tu fais là, dans la pénombre de cette classe? Je surveille papa, maman et Rose. Et tu les pointes du doigt. J'ai peur que tout s'arrête, Mathéo, que tu disparaisses. Je sens que notre échange va être bref. J'ose te demander si ça va là-bas. Tu as un grand sourire rassurant. Ces temps-ci, on ne s'ennuie pas. Nous ne parlons pas, mais tu me fais comprendre que c'est un peu le foutoir, par là-haut, et tu rigoles. Tu es souvent avec la même équipe de 3 ou 4 copains. Je te demande si je peux parler de notre rencontre à tes parents. Tu me réponds oui, bien sûr, mais je comprends aussi que tu ne pourras pas aller voir tes parents, mais que tu es autorisé à les épier. Je te demande encore si tu sais pour le petit chat et Rose. Tu me réponds compréhensif. Oui, je sais pour Léon. Léon Rainbow. Je suis si heureuse de le voir, de lui parler, de le toucher. Il y a tant d'amour, d'affection, d'attachement. Tout le long de cette parenthèse enchantée, Mathéo est si calme, souriant, coquin et apaisant. Je me réveille de ce rêve si heureuse, et je me dis que je dois en parler à Michel, Pascaline et Rose avant d'oublier. Il est 4h35. Je me réveille à nouveau. Je suis surprise. C'est ma réalité. Je viens de me rendre compte que j'ai rêvé et que je rêvais de Mathéo. Mes rêves de Mathéo ont une même chronologie finale. Je me réveille en prenant conscience que j'ai rêvé de lui. Je me dis que je ne dois rien oublier et me lever pour tout écrire. Et soudain, je me réveille une seconde fois. C'est cette fois-ci, dans cette même réalité. Je les appelle mes rêves poupées russes. Ouais. Elle Et elle finit par se... dire comme si, dès que je rêve de toi, Mathéo, s'installe obligatoirement une double protection. Ouais, parce qu'en fait, elle rêve dans son rêve, Ouais, et donc du coup, elle se réveille vraiment pour tout noter. c'est ça, Et donc du coup, c'est la double protection. c'est la double protection. Oh, c'est incroyable. C'est Moi, je beau, hein, suis... Ah ouais, c'est beau. Et tu ça vois. donne tellement d'espoir, en fait, Ouais, tu vois. Et Marivonique, elle retranscrit tellement ouais, bien, en fait. c'est ça. Parce que quand tu nous le lis, en tout cas, moi, ça me le fait, et les gens le diront dans les commentaires si jamais ça le fait aussi, il y a vraiment ce côté où on imagine toute la scène. Ouais. On imagine, on sait, on voit tout en fait. Dans Mm. les détails, rien qu'avec le rêve sur le côté où il planche, etc. Je vois très bien, moi, une sorte de chambre avec un lit, avec plein de livres autour, une grande Mm. bibliothèque, une grande fenêtre ouverte. Enfin, Mm. on voit tout en fait, on voit toute la scène, tout se Ça. dessine Et en quand fait. il explique, il y a des protocoles, quand il dit je peux les regarder, mais je ne peux pas les toucher. Voilà, Hmm. des petites choses là-haut qui se passent. Et tu vois, l'histoire de Léon Rainbow, bah, tu la connais, c'est-à-dire que nous, Oui, on ça a c'est un chat incroyable. qui est arrivé après le départ de Mathéo. Rose avait choisi un Maine Coon qu'on a choisi sur papier parce que ben, c'était sur Internet parce que c'était pendant le confinement. Et quand on allait le chercher à la fin du confinement, euh, en fait, celle qui a mince, le chenil, enfin comment on dit, je ne sais plus, l'élevage, L'élevage, mais oui. en fait, elle l'a appelé Rainbow. Et c'est vrai que Rainbow, dans notre histoire, à nous, Hmm. l'arc-en-ciel, c'est une histoire, puisque c'est la première chose que Rose a dessinée sur le cercueil de son frère avec des dauphins. Et quand le cercueil de Mathéo est arrivé à l'église, les gens qui ont découvert le cercueil de Mathéo avec plein d'arc-en-ciel ont été, si tu veux, subjugués. Et ce qui s'est passé, c'est que après, ce qui s'est passé, c'est que après, on a des gens qui nous ont posté des arcs-en-ciel sur Facebook parce qu'ils avaient vu le cercueil de Mathéo. Et depuis, on a des arcs-en-ciel pratiquement tous les jours, des gens qui pensent à Mathéo. Et ça, quand on perd un enfant, c'est important parce qu'on a peur que notre enfant tombe dans l'oubli. Et le fait, 4 ans après, d'avoir autant d'arcs-en-ciel avec des gens qui nous mettent sur notre page Facebook, à moi, des arcs-en-ciel en disant c'est pour Mathéo, j'ai pensé à Mathéo, euh, voilà. Alors, c'est peut-être pas lui qui nous envoie les arcs-en-ciel, mais en tout cas, les gens pensent à Mathéo. Et ça, c'est important 4 ans après. Et je me dis que s'ils y ont pensé une fois, ils y penseront toute leur vie. Et peut-être que toute leur vie, si Facebook existe jusqu'à mes 100 ans, parce que je vis vieille, et ben, j'aurai des arcs-en-ciel jusqu'à ma mort. Et c'est même sûr. Et quand ce Ouais, sera ton tour, toi tu m'enverras plein d'arc-en-ciel alors. ouais, ouais. Non, c'est vraiment chouette. Franchement, tout ça, en fait, nous conforte, en fait, dans le fait que, oui, c'est difficile. Oui, la vie est compliquée. Oui, il y a des choses dures, comme le départ de Mathéo. Et en même temps, vous avez tellement rendu ça poétique et vous avez tellement embelli tout ça que on sent que Mathéo est toujours là.
Voilà, c'est ça en Oui. fait. Et c'est ça que moi j'aime dans cette vision. Parce que j'ai rencontré beaucoup de mamans qui tiennent des associations aujourd'hui. Enfin, beaucoup. Ce serait mentir, hein. Je les compte sur les doigts d'une main. Mais à chaque fois, elles parlent de leur enfant comme s'ils continuaient de vivre avec eux. Mm, Et c'est ce qui a permis de tenir en fait sur mm. Terre et de continuer de vivre en fait. Ça reste incroyable. Ouais. Et alors, du coup, par la suite, avec Cœur de Cristal, parce que ça a été quand même, tu nous as dit que tu avais repris l'association. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce qu'il y a des choses que tu... Alors, bien évidemment, là, ceux qui nous écoutent, je crois qu'on est vers fin juillet. Je serai à Cœur de Cristal au mois d'octobre, avec plein de médiums, dont Amélie de Rayons TV. Il y aura Isabelle de Paris aussi. Il y aura qui est déjà participé à Spiritualité. Il y aura Alexandra Gabriel, du coup, que vous avez entendu 2 semaines auparavant dans Spiritualité. Caroline Schneider aussi. Voilà. Joël Pfeiffer. Joël Pfeiffer. Sylvain Bélanger aussi. Voilà. Qui Mhm. vient. Alors, je ne sais pas si, en tout cas, c'est prévu. Voilà. Ouais. Et, Ils vont euh, une journée. Mm. et Oui. est-ce que tu as la volonté Mm. d'apporter autre chose à l'association? Parce que, alors déjà, avec Pascaline, il a toujours plein d'idées. Oui. Et la deuxième fois que je suis revenu à Cœur de Cristal pour faire une conférence, comme moi je suis d'un caractère très joyeux et qui rigole beaucoup, on a décidé de faire un yoga du rire en première partie. Et ça avait tellement fait du bien à tout le monde que les messages d'après ont été d'une positivité incroyable, quoi. Incroyable. Ça a ouvert les vannes, comme on dit, et c'était mais tellement beau, tellement beau, tellement beau. Enfin, ça a été une médiumnité, tu as été incroyable et c'était dans la joie, la bonne humeur. Il y avait aussi des moments de tristesse, mais ça se terminait toujours par le petit côté lumineux. C'était important. On voyait les gens ressortir en fait avec le smile, comme on dit, le Mm. sourire, la banane. Et ça a été un sacré moment. Donc, ouais, il y a plein d'autres moments comme ça. Donc, ben voilà, on a aussi l'année prochaine, au mois de mai, on va faire une grande journée autour des auteurs et des autrices qui ont écrit des livres résilients après la perte de quelqu'un. Donc, ça peut être la perte d'un enfant, la perte d'un conjoint, la perte d'un frère ou d'une sœur, la perte d'un animal. Voilà, donc on a déjà tous les auteurs qui ont écrit ces bouquins-là, résilients, qui viendront parler de tout ça. Et grande journée, voilà, qui se transformera sans doute en petit atelier d'écriture. Ah, ça Voilà, c'est trop bien. voilà, où les gens, en fait, avec les personnes qui choisiront la personne avec qui ils ont envie d'aller, qui a parlé de son livre, et puis ceux qui ont envie d'écrire un petit quelque chose pourront écrire quelque chose, voilà, ou ceux qui veulent pas, ben, pourront être là, juste assister. Mais voilà, on ne sait pas encore comment va se dérouler cette journée-là, mais c'est une journée où il n'y aura pas de médium et qu'il n'y aura que des témoignages. Parce que j'ai bien compris, Anthony, à chaque fois que tu viens à Cœur de Cristal, tu nous dis que les témoignages sont essentiels. Et effectivement, moi, en tant que maman endeuillée, j'ai bien compris que on comprend dans la tête des gens que pour les gens, la pire des choses, c'est de perdre un enfant. Et je pense que si nous, parents endeuillés, en témoignant de notre parcours, si on peut envoyer de la lumière, ça veut dire que notre témoignage est aussi portant pour tous les autres deuils. Voilà. Exactement. Voilà. Et que une journée de témoignage, ça sera très bien. Il y aura aussi une journée d'EMI avec Sonia Barcala. Ah, ça c'est Voilà. trop trop bien. Voilà. Il y aura aussi ça, une grande journée sur les EMI. Donc, voilà. Et puis, il va y aussi avoir. Écoute, c'est en cours, voilà. Bon, Et en fait, on fait aussi les plannings au gré des rencontres, voilà. c'est Ouais, le meilleur ouais, dans les rencontres, c'est le faire au jour le jour. C'est ouais, de vivre l'instant présent et de se dire oh, j'ai fait une rencontre et ouais, j'ai trop envie de la faire intervenir. c'est ça. Et juste pour revenir tout vite sur le témoignage, Mm, euh, personnellement, en tant que médium, moi, les gens, ils font le pas de venir prendre rendez-vous avec moi par les témoignages que j'ai de mes consultations. C'est-à-dire que je vais témoigner de ce que j'ai reçu, ouais, de ce que les gens me font en retour, donc c'est un témoignage, et donc du coup, il y a une certaine confiance qui mm, s'installe. Et c'est pour ça que dans des associations comme la tienne, je trouve très important qu'il y ait cette part de témoignage ou cette part de spiritualité en première partie pour faire comprendre aux gens que oui, la médiumnité ou en tout cas le milieu spirituel, les médiums en font partie, mais qu'il n'y a pas que des médiums
dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que de faire le yoga du rire, ça a permis aussi de montrer aux gens que parfois, quand on est trop triste, quand on a trop de chagrin, un petit yoga du rire, ça permet de reprendre confiance en soi. Et c'est ça aussi qu'on amène en tant que médium, c'est dire aux gens qu'ils sont acteurs de leur vie et qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils ont besoin de prendre des décisions par eux-mêmes et qu'ils n'ont plus besoin de nous pour avancer. Et c'est ça qui est très important dans les témoignages. C'est ça. Et le yoga du rire, donc s'autoriser à rire alors qu'on peut penser qu'on n'a plus le droit de rire. Mm. Il y avait quand même que des défunts dans la salle, quoi. Et les voir tous, comme on dit, rire, glousser, se prendre la main. Et l'écriture aussi, c'est que c'est important. Des fois, ça peut être très aidant d'écrire. Et donc, cette journée d'auteur et d'autrice, avec la possibilité d'écrire juste quelques phrases sur un petit carnet. Mm. Bon, c'est vrai que depuis le départ de Mathéo, j'ai des carnets partout. J'écris des petites phrases. J'écris pas des livres, hein, mais j'écris des petites phrases qui feront peut-être un jour un recueil. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a permis. Et tu vois, le fait que tu me dises, ben tiens, j'aimerais bien qu'on parle tous les deux ensemble, j'ai repris mes notes. Bah Et c'est ouais. des choses que je n'avais pas oubliées, mais qui me font du bien de Mm. relire. Je me dis, waouh, j'étais quand même à cette époque-là sacrément accompagnée, quoi. Voilà. Et ça fait du bien. Donc merci en tout cas, Anthony, de m'avoir permis de remettre la main en fait sur ces notes-là et de me dire que peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir les rassembler, ces notes-là, et en faire quelque chose. En tout cas, moi, j'aime beaucoup parler. J'aime plus maintenant parler qu'écrire, alors qu'avant, j'écrivais plus que je ne parlais. Je suis quand même une ancienne timide. Donc, et j'aime beaucoup témoigner, en fait. Ouais, j'aime ça. Eh bien, on va terminer sur cette phrase qui est tout simplement magnifique. Merci de ton invitation et de rien pour le fait que tu aies ressorti tes notes. Non, c'était vraiment super chouette. Comme d'habitude, le temps défile. Voilà, là-haut il n'y a pas de temps et quand on passe une heure à parler de spiritualité, c'est la même chose. Aucun doute que Mathéo soit passé durant le podcast. On écoutera un peu quand je ferai le montage s'il n'y a pas de la petite TCI audio, parce que des fois ça arrive. Parce qu'il est fort probable qu'il ait classé des petits mots du genre coucou c'est moi ou tu vois. Et je trouve ça incroyable. Merci beaucoup Pascaline. Ouais. Je t'en prie. Et du coup, vous pourrez retrouver Pascaline, bien évidemment, à Cœur de Cristal. Je mettrai le lien du site internet de l'association dans la description du podcast. Et puis aussi le lien pour tous les réseaux, Facebook, tout ça. Instagram, vous êtes sur Instagram ou pas ? Non, oh ben non, on n'est pas encore. On va faire les OAC, tout ça. Attends. Non, ben non, pas encore. Hein. Anthony, voyons. Tu connais mon âge, Anthony. Je t'embête. Mais bon, le principal, c'est que vous puissiez avoir une communication assez large, donc c'est le principal. Ouais, même sans ça, on arrive à... Ah oui, de toute façon, les choses se font tellement naturellement. On n'a pas besoin de tout ça, quoi. Ouais. Tu sais, je vais juste terminer par Oui, dire que dis-moi. il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent ah ben on aimerait bien venir dans votre association. C'est l'association des sœurs. Ah ben ouais. C'est vrai qu'on est plusieurs sœurs. Enfin, on est 3 filles et notre sœur aînée est Annie, mais justement pour la journée d'auteur et d'autrice, elle viendra parce que elle fait elle-même des ateliers d'écriture et puis elle écrit des petits textes dans une revue littéraire qui s'appelle Le Matricule des Anges. Comme par hasard. Comme par hasard, voilà. Et donc du coup, elle sera là et voilà, on sera toutes les 4 ensemble réunies ce jour-là et ça c'est chouette de pouvoir aussi se trouver des dates parce qu'on a toutes des vies et que ça sera le 18 mai 2025, cette journée d'auteur et d'autrice. Voilà. Bon, mais vous pouvez d'ores et déjà noter la date dans votre agenda et prévoir cette journée complète pour aller voir des témoignages de personnes endeuillées. Eh ben merci beaucoup Pascaline, de rien. Et quant à nous, ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, vous pouvez toujours donner votre avis sur le podcast du jour. N'hésitez pas à le partager, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, enfin plus Instagram que Facebook. Facebook, Anthony Médium Bout du Monde, ou le fil argenté pour le groupe Facebook, bien évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt. Prenez soin de vous surtout.